Bien, ben, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, je me présente, Bruno Lisena, je suis responsable produit système au sein de SIG France. Merci d'être présent à ce webinaire. Nous allons donc parler de localisation, localisation indoor, avec le sujet comment la géolocalisation indoor peut augmenter votre productivité. Vous avez tous reçu donc certainement cette annonce, ce webinaire concernant la géolocalisation, qui est un sujet d'actualité. La durée de ce webinaire sera d'une heure, pourra peut-être dépasser, ce n'est pas impossible. L'agenda de cette présentation est relativement simple. Tout d'abord, une petite présentation très brève de SIC, suivie de la définition d'un système de localisation indoor, et notamment le système Taglock, qui est le système SIC. Puis la localisation à travers de nombreux exemples pour essayer de comprendre quel est le bien fondé, s'il y a rentabilité ou pas. Et puis, bien sûr, la phase des questions-réponses. Donc, parlons SIC. Quelle est l'origine de SIC? En fait, tout a commencé dans un hangar avec Monsieur SIC, Erwin SIC, qui a fondé donc la société. Cela a commencé en Allemagne, dans le hangar, et la société a été fondée en 1946. Donc, Monsieur Sick est un docteur spécialisé autour du comportement de la lumière en optoélectronique. Il est notamment à l'origine de la première cellule photoélectrique et il s'en est suivi de nombreuses innovations, comme vous pouvez le voir progressivement au fil du temps et des années, qui a positionné Sick comme un acteur majeur dans l'automatisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les innovations, mais comme vous pouvez le voir, par exemple, le premier scanner de sécurité à technologie Tandem. SICK est en fait un leader mondial dans son domaine, on se considère ainsi, et on l'est d'ailleurs. Et si on devait résumer SICK en une phrase, SICK développe des solutions de capteurs pour ses clients dans le monde entier. Quelques chiffres. SICK aujourd'hui, c'est toujours une société familiale qui a 50 filiales à travers le monde et qui a plus de 10 000 employés, avec un chiffre d'affaires qui a dépassé aujourd'hui les 2 milliards d'euros en 2022. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est surtout qu'il y a 10% du chiffre d'affaires chaque année qui est plus de 10% qui est investi en R&D. Donc SIG, c'est l'innovation permanente avec plus de 40 000 produits notamment. SIG propose une gamme de produits, de systèmes et de services variés dans les domaines de la détection, la sécurité industrielle, les fameux produits jaunes, l'analyse de gaz, l'identification, l'instrumentation et bien entendu des produits orientés vers l'industrie 4.0 aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est de définir qu'est-ce que la localisation indoor. Par définition, la géolocalisation en intérieur, donc indoor en anglais, est un procédé qui permet de trouver la position d'objets ou de personnes dans un espace interne à une structure. Donc on va parler d'un bâtiment, on va parler de maison. Les objectifs de cette localisation, notamment dans l'industrie ou la logistique, eh bien, c'est de tenir un inventaire automatique, donc ce qu'on appelle la visibilité, un inventaire automatique d'équipements industriels, du stock, afin d'obtenir une vision globale. Également, on va parler de transparence. C'est par exemple d'optimiser l'utilisation des équipements ou des machines en utilisant les plus proches pour plus de réactivité ou encore alerter si par exemple un des équipements est manquant. C'est également de localiser des travailleurs isolés, donc de permettre en cas d'urgence au secours d'intervenir rapidement. C'est un petit peu ce que l'on pourrait considérer comme le médaillon d'alerte au niveau des systèmes d'alarme que l'on a à la maison. Et puis, au niveau du process, c'est également d'optimiser, de favoriser l'optimisation du temps de fabrication d'un produit en le suivant tout au long des étapes de sa fabrication, en déclenchant des alertes en cas de retard, en cas de temps d'attente trop important. Donc, ce sont les quatre applications, j'ai envie de dire majeures, les quatre objectifs majeurs.
Bien sûr, il existe beaucoup de technologies au niveau de la localisation indoor, avec des avantages et des inconvénients. La plus connue, j'ai envie de dire, c'est le code barre, bien entendu. Donc le code barre où en fait la précision, c'est du 5 cm, pas plus, hein, c'est la taille du code barre. Le tracking, c'est un tracking ponctuel, c'est-à-dire que à chaque fois, à chaque étape où on va scanner le code barre, on aura une position. Cela nécessite une infrastructure. L'intérêt, c'est que c'est pas très cher à installer, mais la limite, c'est qu'il faut avoir un lecteur qui lise le code barre, donc une visibilité directe. Donc une localisation, je dirais, par zone, par étape, par point ponctuellement. La deuxième, c'est l'ARFID. Donc là, on est plus dans le domaine de l'invisible, bien entendu, avec une précision également plutôt de moins de 10 cm. Là encore, c'est ponctuel. Il faut un lecteur à un endroit, un lecteur RFID, avec une infrastructure nécessaire, bien entendu. C'est précis, ce n'est pas forcément cher, puisqu'on va souvent utiliser des tags passifs. En revanche, c'est extrêmement sensible au métal, et donc c'est là où la localisation peut poser quelques soucis, en effet. Après, il y a ce qu'on appelle le BLE, le Bluetooth Low Energy, où là, on a besoin de disposer de balises. La distance n'est pas très très longue. Là, par contre, on peut faire du tracking en continu, avoir des positions. L'avantage, simple à installer, mais là encore, les interférences, c'est relativement sensible aux interférences réseau radio. L'UWB, c'est une technologie qui, elle, est extrêmement précise, qui est également robuste. Surtout ça, là, le gros intérêt, quels que soient les environnements, lorsqu'on a du métal ou autre. Là, on va avoir un suivi continu, un tracking continu de l'asset, de l'actif que l'on suit. La limite, c'est en effet une infrastructure à mettre en place avec des coûts, mais par contre une performance reconnue et garantie. Et puis, bien sûr, il y a le Wi-Fi aujourd'hui. Donc, le Wi-Fi, il y en a un petit peu partout, hein, dans les usines, il y en a partout. L'infrastructure est existante. Par contre, le problème, c'est l'interférence et puis les limites au niveau industriel avec des décrochages au niveau de tout le monde connaît les décrochages en termes de connexion et ce genre de choses. Au final, SICK, nous, on a décidé aujourd'hui de partir sur la technologie la plus robuste et la plus fiable, qui est l'UWB, donc la radio large bande. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la technologie. Si vous souhaitez en connaître un petit peu plus, vous pouvez revenir vers nous, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui. En revanche, qu'est-ce que notre système, qu'on appelle le système Taglock, comment il est constitué? Eh bien, en fait, on va disposer d'antennes radio que l'on va positionner entre 4 et 6 mètres au-dessus du sol. On va viser le sol. On va faire un réseau maillé avec un réseau Ethernet en PoE. On va disposer ces antennes, ce qu'on appelle des ancres. Et puis, les équipements que l'on va souhaiter suivre, on va les équiper de tags actifs. Donc, ce sont des tags avec des piles ou avec des piles rechargeables ou alimentés par l'extérieur. Et on va donc, comme ce sont des tags actifs, ils vont émettre, bien entendu, des signaux. Et on va équiper donc des assets, des actifs, tels que des palettes, des chariots élévateurs, des AGV, des caisses, des hommes, etc. Et puis, autour de ce système, on va avoir un contrôleur qui va en fait se charger de surveiller les antennes, de recevoir tous les messages des tags en temps réel. Et derrière, on va avoir des solutions logicielles telles que de la localisation, du traçage, de l'analyse de données, du contrôle, des possibilités de remonter des informations vers les WMS, les ERP, les systèmes hôtes informatiques. Quelques exemples. Les exemples au niveau du logiciel qui s'appelle Asset Analytics. Par exemple, les schémas spaghetti, c'est ce que l'on voit à gauche. Dans ces cas-là, on a le trajet d'un tag qui est suivi. C'est un fil, hein, un fil de couleur bleu, vert, etc. Cela dépend du tag. Vous allez en haut avoir ce qu'on appelle des heatmaps ou plans de chaleur. En fait, on va en fait suivre au fur et à mesure le déplacement des assets. Et si un asset reste trop longtemps quelque part, on va passer du vert au rouge progressivement. Donc, ça permet de détecter les endroits où il y a
des bouchons, par exemple sur des véhicules, ou également si une palette est restée trop longtemps à un endroit, eh bien, si elle dispose d'un tag, on va pouvoir savoir qu'elle est restée un petit peu trop longtemps. Et bien sûr, avec toutes ces données, on a des temps de déplacement, on va rentrer dans des zones, quitter des zones, on va pouvoir également générer des rapports tels que la durée de transport, le temps d'attente, etc. Le système Taglog, c'est donc un élément clé dans de nombreux cas d'utilisation et dans de nombreux secteurs d'activité. De nombreux processus de fabrication, de chaîne d'approvisionnement reposent sur des informations temps réel fiables sur les actifs et les personnes. Donc le système Taglog, lui, va contribuer à la transformation numérique de trois manières différentes. La première manière, c'est de donner plus de visibilité, bien entendu, en utilisant le système de façon autonome. De façon autonome, c'est le cas par exemple d'applications telles que suivre un chariot élévateur à fourche, un transporteur de charge, suivre des biens de production à haute valeur ajoutée et puis à temps critique, hein. Mais c'est donc donner plus de visibilité, utiliser le tag lock pour sa première fonction, c'est-à-dire système autonome. On suit quelque chose, on trace et on prend toutes les informations au passage. Après, c'est générer de la transparence et essayer de, à partir des informations, de prévoir des choses. Donc, on va parler d'intégration de données. C'est par exemple euh, analyser des positions, des informations qui viennent d'autres systèmes et fusionner tout ça ensemble. C'est le cas par exemple d'applications pour prévention des collisions, où là on va regarder, on va avoir des informations qui viennent d'une position d'un AGV, position d'un homme, et puis on va essayer de voir les distances et s'il y a des risques éventuellement de collision. C'est également optimiser l'usure des actifs, c'est détecter des anomalies dans des process, gérer le Kanban, la traçabilité des données, etc. Et puis, à un niveau encore beaucoup plus complexe, le taglog va permettre de s'intégrer complètement dans ces systèmes informatiques tels que les ERP. Donc là, dans ces cas-là, on va parler de contrôle de processus, on va parler d'intégration dans les MES, les ERP. Ça va contribuer pour les spécialistes à l'analyse ABC, c'est-à-dire de connaître les valeurs des stocks en fonction de leur importance. Le reslotting, c'est par exemple d'optimiser les emplacements dans l'entrepôt ou la réservation automatisée. Et au final, toutes ces données-là vont permettre également d'alimenter un jumeau numérique qui est aujourd'hui extrêmement utile au niveau des entreprises. Alors, l'expression des besoins. Au départ, la demande pour s'équiper d'un système de localisation, c'est rarement formulé de cette façon-là, aussi directement. C'est d'abord un besoin qui est exprimé plutôt qu'une demande d'une solution immédiate. On va donner quelques exemples. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ça. Nous souhaitons vérifier dans une zone de travail qu'aucun travailleur ne s'y trouve. Nos îlots machines sont déplacés plusieurs fois par an en fonction de l'organisation de la production. Donc cela nous amène en permanence à repenser les parcours des AGV, des chariots semi-automatisés et tout type de transport. Un système d'analyse des trajets pourrait nous y aider. Donc là, on met en relief des problématiques clients posées clairement à travers des phrases. Pour être plus réactif et mieux gérer notre parc, nous avons besoin de localiser 30 chargeurs à fourche, 40 gerbeurs, 10 véhicules de service dans l'usine. Nous souhaitons augmenter notre capacité d'expédition en assurant un suivi des produits finis depuis la production vers les entrepôts d'expédition, puis de la prépa de commande jusqu'au transfert dans les camions. Il nous arrive de perdre des palettes plusieurs fois par jour. Elles n'ont pas été rangées au bon emplacement ou l'emplacement n'a pas été scanné. Nous gérons 1 millier de palettes et ce problème peut mobiliser une personne toute une journée entière. Cela engendre une perte de productivité. Donc là, on voit clairement qu'on va essayer de gagner du temps avec un système de localisation. C'est tout l'enjeu. Très rapidement, ici, c'est de donner un ordre de grandeur d'un projet de localisation, notamment en tag log. Exemple, si on veut couvrir une petite surface, un 20 mètres par 20 mètres, avec quelques tags pour équiper 4-5 chariots,
on va avoir tout compris une offre à peu près de 20 000 euros. Mais on va voir que ce sont des montants qui, au fur et à mesure, vont grandir en fonction du nombre de tags, en fonction de la taille également de l'usine ou de l'entrepôt. Et donc, en fonction du type d'application, on va s'adapter et on va avoir des montants qui vont être de 20 000, 35 000, 60 000, 120 000. Voilà. Donc ça, c'est juste pour avoir un petit peu un ordre d'idée et de se dire qu'une solution de localisation à 1 000 euros, ce n'est pas forcément très efficace. Donc le sujet majeur, bien sûr, comme on voit que ce n'est pas un investissement non négligeable, la vraie question, ce n'est pas le prix d'une solution complète, d'un système de localisation, mais la rentabilité de l'investissement et surtout de se poser les bonnes questions. Donc, comment définir la rentabilité d'un système de localisation indoor? Quels indicateurs, donc ce qu'on appelle des KPI, à utiliser pour évaluer la performance d'un système de localisation indoor? Donc jusqu'où aller? Ça, c'est aussi la question. Faut-il absolument un système de localisation? Puisqu'il y a un investissement financier, quel est l'intérêt et quel est le retour sur investissement? Premier exemple, un process de fabrication d'un produit, depuis son emballage, sa mise en carton, jusqu'à sa mise en carton. Dans ces cas-là, la traçabilité, la localisation sur convoyeur sont toujours assurées grâce à des lecteurs code barre ou RFID que l'on positionne au niveau des convoyeurs. Donc ici, il n'est pas forcément nécessaire de disposer d'un système précis de localisation, puisqu'à différentes étapes, le bac et les produits sont tracés. Deuxième exemple, aujourd'hui, avec le déploiement des entrepôts automatisés qui disposent de transstockeurs intelligents, avec des palettes qui vont sur des convoyeurs, on trace les palettes tout au long de leur trajet. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de système de localisation supplémentaire. Mais en revanche, donc dans les rayonnages, comme on le voit, les emplacements des assets sont connus. Mais en revanche, c'est principalement en zone ouverte qu'un système de localisation indoor devient intéressant, voire nécessaire. C'est une zone où cohabitent des AGV, des chariots élévateurs, des préparateurs de commandes, avec une gestion qui implique souvent une perte d'efficacité, des pertes de temps, des bouchons, etc. Le système de géolocalisation indoor, lui, va permettre de documenter automatiquement tous les processus manuels. C'est-à-dire, on a par exemple déposé quelque chose ici, une palette là. Et donc, ça va permettre de réduire les activités de recherche, rechercher la palette, les outils, etc., etc. C'est également la même chose pour la logistique de production. Aujourd'hui, on souhaite tracer tous les composants de fabrication. Les stocks aujourd'hui sont tous numérisés et demain, au fur et à mesure, ils vont être complètement localisés en temps réel. Ceci pour trouver rapidement une pièce et notamment répondre à la demande d'un produit personnalisé. Tout le monde sait qu'avec l'industrie 4.0, un système de localisation, lui, peut contribuer à améliorer la performance de la supply chain, on appelle le lean manufacturing, où là, il faut produire en taille de l'O1, c'est-à-dire qu'on va produire un produit unique avec une option, et donc cette option, il va falloir absolument être sûr que le composant se trouve à proximité. Donc là, le fait de localiser, c'est vraiment très utile à ce niveau-là. On va prendre un premier exemple. On va considérer un site de production avec des AGV. Alors, les AGV, eux, se localisent eux-mêmes, hein, puisqu'ils transmettent leur position au logiciel de gestion de flotte du fabricant d'AGV pour optimiser les trajets. Donc on peut se dire, il n'y a pas besoin de système de localisation, ils savent faire ça très bien. Mais en fait, la situation, elle se complique euh, dans le site en question, là où se côtoient des moyens de transport très hétérogènes, des AGV multimarques, des chariots élévateurs, des wagons qui sont poussés par les hommes, etc. Dans ce cas, une mauvaise gestion conduit à des bouchons, des temps d'attente, hein, comme on l'a vu, et c'est difficile d'optimiser les itinéraires des véhicules industriels afin d'être plus efficace au niveau des ressources humaines, matérielles et de les affecter aux bons endroits. Là, dans ces cas-là, le système Taglock va permettre de comprendre, d'analyser les temps d'attente, de repenser l'organisation même dans l'entreprise. Et dans quel cas ce sera rentable? On peut par exemple prendre un calcul financier assez simple qui montre les conséquences du retour sur investissement.
Selon l'estimation d'un retour sur investissement d'un fabricant d'AGV, si on considère qu'il travaille en 2,8 sur 12 mois, donc un temps moyen, avec un prix de 70 000, 72 000 euros, une heure d'attente fait perdre pas mal de temps. Là. 2 heures d'attente d'efficacité sur les 16 heures perdues par jour, ça représente plus de 10% du retour sur investissement. Un AGV, le retour sur investissement est tout compris entre 10 et 16 mois, c'est un peu ce qui est annoncé. Donc on voit très très vite que si on perd 2 heures si l'AGV ne peut pas fonctionner ou mal fonctionner pendant 2 heures sur les 16, parce qu'il y a des bouchons, etc., on va perdre plus de 10% du retour sur investissement. Donc dans ces cas-là, le tag-lock, si on fait un calcul un peu financier, dans quel cas il va être très intéressant? À partir de 5 à 10 véhicules, ça devient vraiment une solution à laquelle il faut penser. Dans la gestion aussi des flux matériels, les points faibles donc, sont multiples, hein. On peut citer par exemple, bien sûr, les informations en temps réel qui ne sont pas disponibles en zone ouverte, l'utilisation des courses de lait. Les courses de lait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un concept logistique euh, qui est de fournir du matériel uniquement selon les besoins à l'intérieur, à l'extérieur d'une entreprise. On a aussi des points faibles tels que les chariots élévateurs qui sont peu utilisés ou sous-exploités. Et donc, l'objectif du tag-lock, c'est d'apporter de la transparence dans les flux. Alors, quelques indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Le système tag-lock permet d'éliminer les pertes de temps non productifs et de réduire le délai global de 20%. C'est un petit peu ce qui est estimé. Les recherches également sont réduites car les processus sont numérisés et le temps de recherche va passer de 45 minutes en moyenne à 15 minutes. C'est pour ça qu'on parle de 66% de diminution de temps de recherche. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Perdre une palette et la retrouver 3/4 d'heure après peut avoir de graves conséquences. Mais qualitativement aussi, le tag-log va permettre de faire beaucoup de choses, hein, donc d'améliorer le processus d'audit, de le rationaliser. Les auditeurs vont disposer d'un moyen rapide, facile d'accéder à tous les détails de la production, des processus. Si une pièce identifiée est défectueuse, on peut rapidement la trouver et ça empêche par exemple, dans la production, de passer à l'étape suivante. Et donc, on va améliorer, bien sûr, la qualité de production. Donc, avec un système comme le tag-lock, on est en mesure d'effectuer des optimisations, de réagir de manière agile au changement de processus et avec une solution qui se doit d'être rentable, bien entendu. Un deuxième exemple, là, c'est plus connu, le parcours de la palette. Donc, le parcours de la palette, j'ai envie de dire comment trouver les sources d'économie, en fait. Donc, avec l'automatisation, on peut intervenir à différents endroits au niveau de la supply chain. Là, vous avez ici une palette qui rentre dans la zone d'entrée et qui ressort en zone de sortie. On va prendre 4 moyens d'automatiser le traitement d'une palette dans la supply chain. L'identification, l'enregistrement du contenu, la gestion de la consigne et la localisation temps réel, qui est le sujet aujourd'hui essentiellement. Mais très rapidement, l'identification. Donc, quand une palette arrive sur site, la première chose que l'on fait, c'est d'identifier, d'archiver en fait sa carte de visite. Hein, donc, c'est le fameux code palette SSCC. Donc, on peut le faire avec une douchette, hein, bien entendu, un PDA. Mais lorsque le site, on a à traiter plusieurs centaines de palettes par jour, ça peut monopoliser une personne à plein temps, générer un coût humain qui n'est pas négligeable. Donc, dans ces cas-là, il y a tout avantage à disposer des systèmes de lecture automatique, ainsi qu'en fait notamment, pour éviter la perte de temps en lecture manuelle, localiser ponctuellement également la palette où elle se trouve, dans une zone s'il y a un intérêt. Bien sûr, là, le retour sur investissement, c'est essentiellement le gain de temps qu'on peut avoir au niveau du coût humain, augmenter également l'augmentation du flux palette pouvant être traité. Et, mais c'est clair que pour une usine ou un entrepôt avec un nombre de palettes par jour très faible, par exemple quelques dizaines, une dizaine ou autre, la lecture manuelle peut rester largement suffisante et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de système automatique. Deuxième cas, donc le système de lecture RFID automatique du contenu. Donc là, on va essayer la deuxième étape, c'est de lire automatiquement ce qu'il y a dans la palette. Alors ça peut être aussi par code barre ou RFID en fonction de du chargement de la palette. Donc là, ça permet d'être plus rapide qu'une saisie par opérateur, bien sûr, de gagner en efficacité
C'est par exemple le cas des lectures des portiques de lecture RFID de SICK, hein, le RFGS, qui fait ça automatiquement. On le voit en bas où la personne pousse une palette et automatiquement tous les tags qui sont contenus dans le chargement palette sont lus à la volée. Donc là, le retour sur investissement, encore une fois, c'est le coût humain, bien entendu. Hein. Un opérateur ne va pas passer son temps à regarder, à scanner ou à taguer tout ce qui est au niveau de la palette. Mais on va enregistrer des informations invisibles en plus, donc en une seule fois, et on va augmenter bien sûr le flux palette. Là, dans cette application, c'est le tri automatisé des palettes en réception. On sort un peu du sujet de la loc, mais on identifie la palette en lisant le code palette. Donc là, on en profite pour mieux gérer la consigne et ne pas perdre d'argent. Certains parmi vous, je pense, connaissent ce type de problème. Donc là, on a un système qui s'appelle le système de contrôle qualité, le PAX, qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui classifie automatiquement les palettes qui arrivent lors de la réception des marchandises dans un magasin logistique ou chez un industriel. Donc, l'avantage, éviter le tri chronophage entre les palettes consignées, donc récupérables, réparables, récupérables, et celles qui sont dites jetables. Donc, c'est une meilleure transparence dans la gestion des palettes qui permet d'optimiser, de réduire le coût pour un chargeur, donc un industriel, un centre de distribution logistique, un collecteur de palettes. Et puisqu'en effet, les palettes peuvent être réparées, réutilisées 3 à 5 fois par exemple. Donc, c'est également, ça réduit l'investissement financier en achat de palettes. Un exemple concret, qui est un exemple réel d'ailleurs, aujourd'hui, un centre qui gère 600 palettes par jour, donc et qui travaille 220 jours par an, hein, il y a à peu près 40% des palettes qui reviennent qui sont consignées. Quand on sait qu'une consigne, c'est autour de 10, 15, 20 euros par palette, ça veut dire qu'on gère un flux financier de 800 000 euros. Donc, ce n'est pas du tout négligeable et autant ne pas se tromper. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'apporter une gestion des palettes, une facturation qui est correcte. Et enfin, donc, j'en arrive à la localisation temps réel. Donc, pourquoi c'est important de faire de la localisation temps réel? Bon, il y a des chiffres importants. Alors, comme on l'a déjà vu, un système de localisation en zone ouverte, on passe de 45 minutes de temps de recherche d'un actif à 15 minutes. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. De même, si un composant ou une palette sont introuvables, ça peut générer un arrêt machine ou une perte de production. Alors, lorsqu'on voit que le nombre d'arrêts machines par mois et par industrie ou par secteur d'activité, hein, vous voyez ici les résultats d'une étude qui a été faite en 2021, il y a forcément à un moment donné, dans ces arrêts machines, en fait, ici, ça représente les arrêts machines. Hein, on peut voir dans l'automobile 29 par mois. Dans la grande consommation, c'est plutôt 25. Dans l'industrie lourde, 23, etc. Donc, on peut voir, il y a forcément un ou plusieurs arrêts machines qui sont dus au fait qu'un composant n'est pas trouvé. Donc ça, c'est pour ça que ce n'est pas du tout négligeable d'utiliser un système de localisation. En moyenne, on considère qu'il y a à peu près 100 000 euros par heure de perte lorsqu'il y a un arrêt machine. Donc l'objectif, comment concevoir une solution de géolocalisation efficace avec le système Tagloc? Jusqu'où aller? Quelle stratégie de localisation à adopter? Alors tout d'abord, le système, il faut se poser la question de définir la stratégie. Donc on peut travailler en mode zone, c'est-à-dire qu'une palette est dans une zone de stockage limitée. Hein, ça peut être une pièce de 5 à 6 mètres par exemple. C'est peut-être largement suffisant pour la retrouver. En revanche, il y a d'autres actifs où le mode position absolue, c'est de se dire on veut connaître la position de la palette à plus ou moins 30 cm près. Donc, on va choisir, on va pouvoir travailler dans l'un ou l'autre des modes ou les deux en même temps. Donc, c'est là où toute la stratégie, lors du parcours de la palette ici, va être important. Après, en zone ouverte, on va chercher à rationaliser, bien sûr, l'installation du système de localisation en fonction des besoins réels. Par exemple, dans les bureaux, si on veut localiser quelque chose dans un bureau, peut-être que ça suffit avec une seule antenne, une seule encre. On sait que c'est dans le bureau, ça suffit. On va en mettre qu'une seule. Par exemple, lorsqu'on a des allées étroites dans des entrepôts, on va mettre 2 antennes
comme on voit, qui se regardent, et ça va nous suffire, ça va être suffisant en une dimension de savoir où se trouve l'asset. En revanche, quand on est vraiment en zone ouverte, eh bien là, on va faire un réseau maillé de plusieurs antennes. Et puis là, on va en mettre au minimum 3 ans de triangulation pour repérer l'actif. Et on va recommander 4 antennes, bien entendu. Et là, on va avoir une position notamment absolue, bien entendu, c'est-à-dire on est prêt, on connaît la position à 30 cm près. Également, on va réfléchir, est-ce qu'on veut travailler plutôt en localisation directe? La localisation directe, c'est une solution simple qui consiste à équiper tous les assets à suivre de tags UWB. Alors bien sûr, ça ne convient pas à des petits produits, hein, comme des boîtes de médicaments ou autres. C'est plutôt donc pour des palettes, des AGV, des chargeurs, etc., des cartes et autres. Dans le cas de figure ici de la palette, on va équiper par exemple celle-ci avec un tag en entrée et on va loter à partir du moment où elle va sortir de l'usine. Sachant que la durée d'émission de position du tag est très très longue, hein, parce que le tag, il ne transmet l'information que lorsqu'il bouge. Donc on peut considérer qu'on peut aussi stocker le tag, la palette avec son tag. Alors bien entendu, le prix de cette solution augmente avec le nombre de palettes, hein, et le retour sur investissement est donc à calculer en fonction du site, du nombre de palettes. Ce type d'application convient bien pour faire de l'inventaire en fait, hein, en temps réel, analyser les trajets, les temps d'attente, etc. Mais il existe aussi une autre solution, c'est la localisation indirecte. Celle-ci consiste à fusionner des données de position grâce au tag, donc radio, avec d'autres informations d'identification. Donc on va faire de la fusion de données avec de la localisation de code, par exemple, avec du 1D, du 2D, des tags RFID. Il y a deux types d'applications, hein, j'en donne deux ici. Le chariot à fourche, où là, il est localisé en permanence avec un tag embarqué. Il est équipé d'une passerelle IoT et d'un lecteur RFID. Le lecteur RFID va lire un tag RFID qui est présent sur la palette. À ce moment-là, il y a association entre la palette et le chariot tout au long du déplacement du chariot, hein. Et lorsque le chariot dépose la palette, il y a alors dissociation et on enregistre la position finale de la palette. Donc on sait qu'elle se trouve là. Donc c'est un moyen un peu plus économique. L'autre façon également, c'est d'utiliser une douchette à main équipée d'un tag. Donc en fait, lorsque le code barre est scanné, on associe en fait la position de la douchette avec le code barre. Et on enregistre ces informations dans le logiciel Asset Analytics. On peut aussi se poser, donc là on a vu qu'on était plutôt dans un domaine un peu logistique, supply chain. Comment un système de géolocalisation contribue aussi à améliorer un process industriel, donc plus de productivité. Là, on prend ici une application, hein, c'est aussi une application réelle, hein, où on essaye de digitaliser un flux de production en galvanoplastie. Donc, on a différents bains électrochimiques, hein. Et puis, on dispose, vous voyez les points rouges. Les points rouges, on dispose d'antennes, donc d'encre radio tout au long dans la salle, dans la pièce. Et puis, pour chaque produit, progressivement, on va mettre un tag. C'est en face, en bas à droite, la petite boîte bleue. On va mettre ce tag-là. Et puis, on va, en fait, tout au long du process, euh, fusionner l'identification de la position, etc. À chaque étape du process, en fait, on va générer un événement. Pour les informaticiens, on parlerait de webhook. Et on va créer des rapports en analysant les temps d'attente dans les bains, les alertes sur seuil, le comptage de pièces. Et tout ça, c'est possible grâce à la solution Taglock. À gauche, on voit l'identification du fournisseur, un composant qui est arrivé. On peut également détecter tous les biens qui rentrent grâce à des caméras, puisqu'on est fabricant aussi de caméras industrielles. On va pouvoir identifier et localiser dans l'entrepôt. Donc là, on retrouve la fameuse douchette équipée d'un tag UWB. Et puis aussi, tout au long du processus, bien entendu, on a mis des antennes radio un peu partout, de façon à avoir une position absolue, donc une position précise du tag à chaque étape de son process. Avec ce type d'application, le client, il peut avoir un retour d'expérience, il en voit les avantages très très rapidement.
Si vous vous rappelez, au début, j'ai parlé de 2 étapes, la visibilité, puis la transparence et après le contrôle. Là, ici, en termes de visibilité, on répond à différentes questions telles que: est-ce que le bon objet est dans le bon bin? Donc là, on améliore la qualité. Est-ce que l'objet est resté assez longtemps ou trop longtemps? Donc ça peut, si c'est trop longtemps, ça peut générer des produits de mauvaise qualité. Quel est le prochain bin vers lequel le matériau devrait être déplacé? Donc ça, ce sont concrètement, on voit très très bien avec le taglog ce type d'information. Et puis la transparence, dans ces cas-là, automatiquement, on va créer des rapports sur les qualités de production. Donc le temps dans le bain, la séquence correcte des étapes du processus, puisqu'on aura tracé, si quelqu'un s'est trompé, a mis le produit dans le mauvais bac, on le saura également. On a aussi une vue d'ensemble des temps de production, ça c'est très très important. Et puis on va pouvoir avoir des prévisions de production qui sont basées sur les temps de production moyens. Donc on a vraiment une transparence du process. Exemple 4, donc là, on est plutôt dans la partie contrôle, où en fait, on va parler d'intégration complète. Dans cet exemple, à chaque étape du processus industriel ou de la supply chain, on considère que c'est un événement qui est transmis au système informatique, un petit peu comme au niveau du procès juste avant. Dès que vous avez un tag qui arrive dans une zone, dès qu'il est enlevé ou autre, on envoie un événement, on envoie une alerte. Si c'est trop long, il attend trop longtemps, on envoie une alerte vers l'ERP, vers le système. Là, c'est le cas ici, par exemple, avec le système Track and Trace GTT, donc Global Track and Trace de SAP, puisque SICK a réalisé une interface certifiée avec SAP, donc basée sur ces échanges d'événements. Et SICK, à cette occasion, a également été nominé au niveau des awards SAP. Donc, en gérant les événements, derrière, SAP va pouvoir générer des ordres d'expédition, générer des ordres, réserver automatiquement, faire du dispatching, etc., etc. Là, le meilleur exemple, en fait, c'est l'intégration complète que l'on a appelée chez nous Smart Log, qui se trouve au sein de nos usines en Allemagne. Donc, on est tout à fait bien placé pour savoir quel est l'intérêt de ce type de solution. Pour SICK, l'important, c'était de gérer surtout ces stocks de composants, ces cartes électroniques, puisque pour nous, c'est vital pour produire très rapidement. Donc, depuis les stations de picking qui sont situées dans un centre logistique, on a en fait équipé 3 sites différents, il faut bien le savoir, puisqu'on a des usines de production, un centre logistique. Donc, à partir des stations de picking situées dans le centre logistique à Waldkirch, on passe par l'usine de production également à Reutte. Donc, on va suivre en fait tous ces composants jusqu'à l'expédition également dans le centre logistique. Donc, les composants, les produits sont tracés. On génère des alertes en cas de manque, de temps d'attente trop long, etc. Et à partir de ce moment-là, SAP va enclencher des commandes. Donc, bien sûr, on est dans le cadre de la visibilité, de la transparence des flux, ça c'est clair, et on est également au niveau du contrôle. Donc, on va citer comme avantage et rentabilité le fait on réduit les pièces, on réduit le nombre de pièces manquantes et les temps de recherche surtout des matériels. On améliore également la précision des stocks grâce à des réservations en temps réel, puisqu'on fait du temps réel avec SAP. On réduit les stocks tampons dans la production grâce à une plus grande fiabilité. On a également des alertes prédictives. Par exemple, en cas de dépassement d'horaire, on génère des alertes. On détecte aussi précocement l'élimination des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Bref, on a amélioré énormément notre gestion de production avec le système Daglog. Quelques chiffres pour terminer. C'est un investissement pour nous de 300 000 euros, donc c'est un très très gros investissement, mais avec un amortissement basé sur 5 ans, qui est sur 5 ans, donc ça a été démarré déjà il y a quelques années, bien entendu. Et donc, on a estimé que la réduction des efforts de recherche aujourd'hui, c'est à peu près 1 heure par jour. Donc, 1 heure par jour gagnée, c'est énorme sur un centre de ce type-là. Il y a d'autres KPI qui n'ont pas encore totalement été mis à jour, mais on sait qu'on réduit énormément les trajets des camions entre les usines. Et puis, on réduit également le temps de travail de beaucoup d'utilisateurs en gérant grâce à ce type de système. Bien entendu, je reste à votre disposition pour des informations complémentaires.
N'hésitez pas à poser des questions, même s'ils sont encore plus techniques. Ce n'était pas l'objectif de ce webinaire, mais donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remercie de votre participation. J'espère que cela vous aura intéressé. Et donc, ben, je vais couper le webinaire. Merci à toutes et à tous.